par hasard sur le train qui va de Montpellier à Lyon Claude Gagnebé, qui est connu pour ses travaux, notamment sur Rabelais, et qui fait partie des historiens de l'ésotérisme, on peut dire, d'une certaine manière. Oui. Et par conséquent, puisque je m'occupe d'une télévision qui s'appelle Téléprovidence, je voulais savoir quel était son regard sur l'astrologie dans la première moitié du XVIe siècle, et chez Rabelais en particulier. Enfin, vous avez découvert des choses dans ce domaine-là. Vous avez C'est-à-dire que Rabelais parle souvent, pas tellement des signes, mais assez fréquemment des étoiles. Et ce que j'ai essayé de montrer dans un ouvrage qui s'appelle À plus haut sens. Ah oui, votre fameuse thèse. Voilà, c'est une thèse de doctorat. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'ensemble de la quête de Louis Bouteille était une quête qui se faisait non sur Terre, mais de constellation en constellation. C'est vrai. En fait, c'était un trajet céleste. J'avais pas lu ce texte. Alors, on a des preuves, si on peut dire, c'est-à-dire que, par exemple, quand on parvient, alors j'ai pris les dates, et l'ensemble du voyage se situe entre le 10 juin et le 25 juillet. Le 25 juillet pour le lever de Sirius. Et c'est en même temps la date de la naissance de Pantagruel. Et c'est là qu'on reçoit le mot de la bouteille. Alors donc on peut suivre sur une sphère céleste, on peut suivre le trajet de la quête. On le sait dès le début parce que Rabelais dit au tiers jour, peu à peu déclinant l'équinoxial. Or l'équinoxial est une ligne céleste. C'est pas super. Donc on sait que à ce moment-là, on est dans une fiction qui rappelle un peu celle de Lucien au moment où son navire s'envole et où il va faire toute une série de visites dans les constellations. Voilà. Ah bon? Donc à ce moment-là, on peut très bien refaire ce que j'ai appelé moi, le calendrier du voyage de la Quinte. Et dans le calendrier du voyage de la Quinte, on a toute une série d'allusions au moment où on pénètre dans tel ou tel signe, qui sont parfois des signes zodiacaux, parfois des signes extra-zodiacaux, puisqu'il s'agit de parvenir jusqu'à Sirius, qui est à l'extérieur du zodiaque, bien sûr, bien en dessous de l'équateur. Alors, parmi les allusions que j'ai remarquées comme ça, d'abord tout l'épisode célèbre des moutons de Panurge, qui se fait sur fond de bélier. Ah oui, bien sûr. Et il le dit, et juste un peu avant la découverte des moutons de Panurge, on a une île triangulaire, bien forte, ressemblante à Sicile. Non, c'est la tête du bélier. Oui, d'accord. Parce que la tête du bélier est, comme le bélier est une constellation dont la tête n'est pas visible du tout, ah oui, absolument. On y a le triangle. Ah oui, c'est vrai. El Toto. À l'époque, on avait rajouté le triangle. Voilà, donc on a le triangle, et là donc, et le triangle dans toutes les cartes célestes de l'époque est comparé justement à la Sicile. Mais donc on est dans le domaine de l'astronomie finalement. On est dans le domaine, absolument, absolument. Et je crois que c'est pour moi, c'est une des caractéristiques de Rabelais, c'est qu'il est très opposé, il le marque, aux folles astrologues, qu'il s'oppose à l'idée que nous puissions dépendre d'un signe, mais il est très proche d'une autre conception qui est une sorte de poésie du ciel, oui. Oh non, c'est des conceptions pythagoriciennes et qui ne s'inscrivent pas dans la tradition, disons, chaldéenne reprise par les Grecs éventuellement, qui serait la tradition des signes du zodiaque. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il évoque, par exemple, dans un texte sur les constellations, il va évoquer quand même, par exemple, le scorpion. Et le scorpion, il l'évoque qu'en rapport avec ce qu'il estime être la voie de la vérité, et qui est anti-zodiacal résolument, qui est la voie lactée. Alors ça, c'est tout différent. C'est donc tout ce texte sur que Pantagruel était censé soutenir en Sorbonne, toute une série de conclusions qui
tiendrait en Sorbonne, et où il dit le scorpion pourrait avoir solution de continuité, c'est-à-dire être coupé, et solution de continuité est de son sang embrumir la Voie lactée à la grande détresse, disons, des jacobopètes, c'est-à-dire des pèlerins de Saint-Jacques. Et là, on voit très bien, qu'en fait, il s'oppose, il préfère, disons, l'ancienne voie du Soleil, qui n'est pas du tout le zodiaque, l'ancienne voie du Soleil, selon les traditions judéo-chrétiennes, c'est la Voie lactée qui finalement a brûlé un jour, ce qu'il évoque régulièrement, c'est le mythe de Phaéton, qui a brûlé la Voie lactée, et c'est l'ancien trajet du Soleil. Et pour lui, cet ancien trajet du Soleil donne beaucoup de bon sens, donc il étudie les deux extrémités de cette Voie lactée, là où le zodiaque coupe les deux extrémités de la Voie lactée, et l'écliptique, disons le trajet du Soleil, coupe les deux extrémités de la Voie lactée, mais là il situe deux constellations extra-zodiacales qui sont l'aigle au nord et le chien, le grand chien, la Sirius au sud. Donc il y a à la fois une très fine connaissance de l'astrologie, mais une opposition. De l'astronomie. Oui. Enfin, de l'astrologie à l'époque. Il ne dit pas. Il dit bien l'astrologie. Je crois qu'à l'époque, la poésie. Non, mais vraiment, un astrologue ne serait pas intéressé au fait que la constellation du triangle, par exemple, c'est quelque chose qui appartient à l'astronomie moderne. Le triangle ? Oui. Ah non, le triangle apparaît d'origine. Oui, mais enfin, je veux dire, ça ne fait pas partie des constellations zodiacales. Ben, ça fait partie, c'est une partie. Le triangle est une partie de la constellation. Ah d'accord, excusez-moi. Au contraire, on insiste beaucoup sur le fait que la tête du bélier est un peu visible, on y a placé le triangle. Alors il évoque une autre partie aussi d'une constellation zodiacale, à un moment il évoque la poussinière. Et je vous jure, par l'étoile poussinière. Quand on parvient à la poussinière, c'est qu'à ce moment-là, on a quitté le bélier et on arrive aux Pléiades. Voilà, au taureau. Voilà, et au taureau. Un départ. Donc, un départ en faisant partie des Siyades. Oui, mais enfin, c'est aussi. Oui. Voilà. Les Pléiades qui sont le nom aussi d'un groupe poétique de l'époque. Oui, alors ça, mais là, il n'évoque pas. Ce qu'il évoque, c'est l'étoile poussinière. Et de quand date cette œuvre ? 1532, à partir de 1532, Gargantua, et ça va, disons, on peut aller jusqu'en 1552, le 5e livre. 1552, c'est sa mort, et puis, lié un peu après, il y a de grandes discussions sur l'authenticité du 5e livre. Vous savez qu'il y a une sorte de... Vous avez peut-être entendu parler de Pantalamus. C'est une sorte de reprise de la pronostication de Pantagruel, mais à l'époque de Nostradamus, une sorte de satire. Oui. Moi j'ai quelques textes où on l'appelle Nostradamus. Oui, monstre d'abus. Oui, c'est ça. Vous avez la Bible. Vous les avez chez vous. Vous avez des photocopies. Vous avez les originaux. Celui qu'on appelle monstre d'abus. Non. C'est la Dagonnière. C'est les ouvrages de 1558, 1557. Oui, moi je crois que j'ai ça ailleurs. Il me semble que j'ai ça dans des à peu près, oui, ça doit être contemporain. Dans la Fricosé-Protestillonnée, qui est un texte de bourgeois de Rouen. Monstre d'abus, Nostradamus. Ah bon ? Oui. Ah, vous l'avez ? Fricasé-Protestillonnée. C'est intéressant, c'est un texte sur le folklore des enfants de Rouen. Et qui date de... Alors, regardez. Et il est de 1552, me semble-t-il. Ce texte ? Ah, oui, la Fricassée, oui. Et il n'y a plus qu'un exemplaire, donc la bibliothèque de Rouen en grande réserve. De Rouen ? De Rouen, oui. Je ne peux pas aller le voir. En grande réserve, mais il a été republié par Prosper Blanchemin, qui était un érudit qui faisait partie des bibliophiles. Et donc cette formule-là, elle figure comme ça, mais isolément. Mais... Nostradamus, c'est des enfants qui parlent entre eux, et l'un qui dit Nostradamus, il avait bien dit.
Donc c'est bien D'accord, bon, je vais aller voir ça. Et on peut le retrouver. Il y a eu un reprint, mais peut-être, je crois que quelqu'un en a parlé avant, mais je vais quand même revérifier. Oui, et là, les notes de Prosper Blanchemin, qui publie ça à la fois sous son nom et sous le pseudonyme de Épiphane Sidronou, qui est donc, il se décide président de Sotteville-les-Rouen. Oui. C'était très, mais Sotteville existe. Alors, est-ce que vous pensez que... Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les contrefaçons. Alors, je ne sais pas si vous avez travaillé sur les contrefaçons, les faux Nostradamus, les faux... Est-ce qu'il y a eu des... Alors, dans le cadre de Rabelais, est-ce que Rabelais aurait publié sous des pseudonymes? Oui. On a Alcofribras Nazier, Sébastien Calbarcy... Oui, mais ça, il n'y a aucune hésitation quant à l'identification. Je veux dire, comme c'est l'anagramme, aussi bien Calbarcy que... Alors, Calbarcy, il a publié donc... des almanachs à Lyon, des almanachs, alors qu'ils sont très très proches des almanachs, avec des calculs qui sont très précis. C'est pas lui qui avait fait les calculs, non. Évidemment. Des calculs, mais enfin on avait des tables à l'époque, c'est pas un problème. Des calculs, et alors c'est là c'est dans ces textes-là, l'almanach de 1542, qu'il attaque les astrologues qui estiment qu'il y a des signes uniquement pour les rois et grands princes et pas pour les autres. C'est une de ses attaques favorites. Et puis c'est là qu'il prend un ton, à mon avis, un peu hypocritement réformateur, du genre Dieu est bien trop grand, bien trop puissant, celui qui lie aux astres, enfin ça c'était assez banal à l'époque. Décide, disons qu'on va absolument pas suivre ça. On peut reprendre le texte. Ce qui n'empêche pas que dans ce texte-là, de temps en temps, on n'a pas, malheureusement, on a retrouvé ça par feuille, donc on n'a pas toute l'année. Oui, mais on s'aperçoit que de temps en temps, il n'y a rien à faire. Il garde un petit, un peu d'humour. Par exemple, pour les 40 martyrs de Sébaste, petit exemple, les 40 martyrs de Sébaste qui sont fêtés au 10 mars, eh ben, il dit les 40 000 martyrs. Et ça peut être aussi une erreur de la primeur, mais enfin, il y a bien des 11 000 vierges, donc c'est pas impossible que ce soit une erreur de ce genre. Mais que pensez-vous plus largement du phénomène astrologique? Je ne sais pas si c'est une question qui vous inspire. Non, du tout, parce que moi justement je suis dans un système tout différent, c'est-à-dire dans un système qui envisage non pas l'astrologie avec uniquement les signes zodiacaux, mais qui prend l'ensemble des influences, puisque l'ensemble des influences d'une carte du ciel, mais qui est un peu l'équivalent d'une carte astronomique. C'est-à-dire, les premières choses qu'on a sur l'astrologie, et que Rabelais, lui, connaît très bien, ce sont des textes des présocratiques déjà, qui disent que les gens nés au moment du lever de Sirius ne peuvent pas se noyer en mer. Alors comme Rabelais fait naître Pantagruel au moment du lever de Sirius, ça explique une bonne partie le fait qu'il échappe toujours aux tempêtes dans son voyage, enfin, et qu'il y a des allusions à cette... Par exemple, que Panurge, lorsqu'il est sur le bateau, ne peut absolument pas se noyer en mer, puisqu'il est du côté du signe de feu qu'est Sirius, enfin pas du signe justement, mais de l'étoile de feu qu'est Sirius. De la même manière, dans une énigme qui est le 2e chapitre du Gargantua, dans cette énigme, Rabelais parle longuement de la constellation de l'Aigle. Donc chaque fois qu'il évoque une constellation, c'est pas du tout dans le système astrologique. Du tout. Et je crois même que c'est une sorte d'opposition résolue au système astrologique. C'est un système qui est, disons, plus proche de ce que feraient les paysans qui observent bien d'autres constellations. Il évoque, par exemple, le concile, lorsqu'il y a le concile de Késil, qui est le concile où se rendent les voyageurs dans le livre Bouteille. Ils se rendent au concile de Kessil. Kessil, c'est le nom hébraïque.
c'est bien d'Orion. Oui, c'est ça. d'Orion. Exactement. Donc Orion, rien à voir avec l'astrologie. Oui. Mais ça donne du sens. Et je crois qu'à l'époque, enfin à l'époque un peu plus tôt, un peu plus tard, il y avait entre autres des dévots d'Orion. Et les dévots d'Orion, on ne peut pas être à la fois, disons, dévots du géant Orion et dévots de l'astrologie. On s'inscrit ailleurs. On s'inscrit tout ailleurs. Alors, par exemple, d'ailleurs, il reprend, il connaît très bien, les allégories homériques, qui sont des commentaires d'Homère par Héraclite d'Éphèse. Et dans les commentaires d'Homère par Héraclite, il y a un rôle très important donné à Sirius, à Orion, à toutes les constellations évoquées par Homère, rien à voir avec le zodiaque. Donc rien à voir avec l'astrologie traditionnelle. C'est bien. Voilà, on est très loin. Par exemple, il y a toute la théorie des sphères célestes qui sont particulièrement concentrées, enfin qui sont particulièrement resserrées au moment de la canicule et qui font qu'on entend à ce moment-là des sons inouïs parce que l'harmonie des sphères est plus tendue. C'est quelque chose qui n'a rien à voir, qui ne correspond à rien, même pas à l'astronomie traditionnelle. Je ne parle pas de l'astronomie qui a intégré de nouvelles planètes. Ça n'a rien à voir avec, rappelez, sûr que Uranus et Jupiter. Ou Neptune plutôt, oui. Uranus, Neptune, Pluton. Oui. Non mais bon, Pluton, oui, Pluton pas là. Non, on reste absolument dans le système des sept planètes, j'ai rappelé. Bah oui. Oui, non mais d'une part, et d'autre part, sans jamais intégrer un type de lecture qui soit. Ça n'empêche pas qu'il a fait un horoscope vrai. Rappelez, a fait un véritable horoscope. Il a fait donc un horoscope daté de. Il a fait ça dans un texte qui décrit la schiomachie et qui décrit donc la naissance, ce qu'on a pu faire pour la naissance du dauphin à Rome.